Qui n'aime pas les choses gratuites? Autant donner que recevoir. Les compliments gratuits, donnés en croisant des passants. Les livres gratuits dans la boîte à livres. Il y a aussi les plantes gratuites qui poussent par hasard dans mon jardin. Comme toutes ces tomates. Ces gigantesques cerises de terre que j'ai pas du tout plantées. Et récemment, cette flamboyante moutarde. J'ai souvent vu ces fleurs bordant les fossés dans ma banlieue natale. J'avais entendu des gens dire que cette plante est de la moutarde. Mon cerveau avait toutefois pas fait le lien que la moutarde qui pousse le long du trottoir et la moutarde que je mets dans mon sandwich, c'est plus ou moins la même motadine moutarde. La moutarde des champs, ou Brassica arvensis, est dans la famille des brassicacées, comme l'indique son nom, soit la famille des choux de Bruxelles, kale et radis. Elle est largement répandue au Canada et à travers le monde, mais provient probablement de la région méditerranéenne. Comme pour bien les herbes sauvages, la moutarde des champs est généralement pas la bienvenue, car elle va coloniser les champs à la place de la culture qu'on voulait faire pousser. Si on fait pousser du blé, mais que 40% du champ, c'est en fait de la moutarde, ça représente une perte importante pour un cultivateur. La moutarde germe facilement et chaque plant peut produire de 100 à 8000 graines. Mettons que vous voulez pas de moutarde chez vous, enlevez-la avant qu'elle fasse des semences. Pour les jardiniers du quotidien, la moutarde des champs apporte un peu de jaune dans le jardin et un peu de miam dans votre assiette. Laisser la moutarde dans son jardin a deux avantages. Premièrement, c'est un futur condiment gratis. Déjà ça, c'est pas mal nice. Et deuxièmement, c'est un lieu de ponte pour les papillons qui me fait pas trop mal au cœur. Je crois fermement que même les insectes qui nous dérangent méritent d'avoir leur place dans nos jardins. La nature s'équilibre souvent par elle-même. Quand il y a une action humaine qui éradique complètement un type d'insecte, ça contribue souvent à fragiliser les écosystèmes et laisse la place à d'autres problèmes. Bref, je me sers de la moutarde comme une culture pour la pyéride. C'est un papillon qui s'attaque aux brassicacées, genre mes choux de Bruxelles, mais aussi à la moutarde des champs. Je mange pas vraiment les feuilles de moutarde anyway, fait que ça me dérange pas pantoute de les partager avec les petites chenilles. Parlons toxicité. Plusieurs sources mentionnent que la moutarde est une plante toxique. C'est important de souligner que c'est le cas pour le bétail et si mangé en très grande quantité. Ainsi, si vous êtes un cheval et que vous broutez gentiment votre jardin, mangez pas trop de moutarde sauvage. Mais si vous n'êtes pas une chèvre, un lama, une vache ou whatever l'animal de ferme de votre choix, tout va bien aller. Vous pouvez manger de la moutarde en masse. J'ai trouvé aucune étude qui mentionnait que la moutarde sauvage serait impropre à la consommation. Tant pour la moutarde des champs que la moutarde de culture, il y a aussi une question de modération dans cette histoire-là. Mangeriez-vous un demi-pot de moutarde forte? Non? Ben c'est ça. J'ai des brûlures d'estomac juste à y penser. Les fleurs, les feuilles, les graines et les racines de la moutarde des champs se mangent. Les feuilles rappellent un peu la roquette pour son côté épicé. Les jeunes feuilles sont meilleures que les matures. Les fleurs ont un goût très très subtil de brocoli, si vous y pensez bien fort et que vous mangez pas autre chose en même temps. J'aimais surtout en déco, comme la saveur est pas vraiment marquante. Les graines, quant à elles, goûtent la moutarde. Ça tombe bien, on peut justement les utiliser pour faire de la moutarde maison. À la fin de la saison, une des dernières étapes pour profiter de la moutarde des champs, c'est de récolter les graines. Lorsque la saison tire à sa fin, le plant sèche. Il devient beige et croustillant et les cosses sont bien en évidence. Comme j'avais pas beaucoup de plants, je voulais préserver autant de graines que possible. J'ai délicatement cueilli chaque branche en prenant soin de pas trop les shaker pour que les cosses n'échappent pas leurs graines et tombent à terre. Quelques branches de moutarde n'avaient pas complètement fini de sécher quand je les ai cueillies. Je les ai laissées dans un sac en papier, dans un endroit sombre et sec de ma maison. Au bout de 4-5 jours, tout était bien sec. La moutarde séchée sent pas la moutarde, c'est drôle.
mais plutôt la balle de foin. J'ai hâte de voir si ma moutarde va goûter le foin. Commence ensuite la tâche infinie et ingrate de séparer les graines d'écosse. En industrie, ils font ça à machine, avec un système de tamis spécialement conçu pour ça. Ils peuvent même faire ça directement dans les champs. À la maison, on peut secouer les branches, les frotter les unes contre les autres pour faire tomber les graines dans le fond d'un bol. Sinon, on peut ouvrir l'écosse une à une, mettre les graines d'un bord et l'écosse de l'autre. Les tamis que j'avais chez moi étaient pas d'une grande utilité. Les cosses sont tellement effilées qu'elles passent à travers les trous. Un tamis très fin fonctionnait pas super bien non plus. Il bloquait les graines. J'ai fini par trier les graines à la main pendant quelques heures. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais une graine de moutarde des champs, c'est à peine plus gros qu'un grain de sable. C'est abrutissant comme tâche de le faire à la main. Si vous avez une façon plus efficace de séparer les graines d'écosse, je suis preneuse. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour être autosuffisant, hein? Au bout de 2 jours de travail intermittent, j'ai obtenu un petit bol de petites graines. On y est presque. Reste plus qu'à faire la moutarde maintenant. C'est pas encore fini, ça demande un temps de fermentation. D'ici quelques jours, je vais pouvoir vous montrer le résultat de mes efforts et manger de la délicieuse moutarde maison. En tout cas, on l'espère. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!